Très très bref parce que, je veux dire, la journée a été longue. Et je remarque que vous avez pris un risque considérable. Il y avait en tout 3 hommes dans l'ensemble des intervenants. Et vous laissez au 3e le soin d'avoir le dernier mot. Ce qui est un risque considérable pour un sujet comme celui qui nous réunit. Donc je vais prendre mes risques et en même temps... bon, si vous voulez, je pense que chacun peut se faire aussi une idée sur ce qui a été dit aujourd'hui. Il y a des choses tout à fait intéressantes. Donc, je ne vais pas jouer non plus le rôle, je veux dire, des perspectives, bilans, etc. J'en ai pas du tout les moyens. Mais je voudrais d'abord commencer par un paradoxe assez extraordinaire, bon, qui apparaît clairement dans ce qui a été dit. C'est que l'école... Enfin, le ministère de l'Éducation nationale, depuis toujours, n'est vraiment pas avare de réformes. Il aime bien les réformes, chaque nouveau ministre en fait, etc. Il se succède à intervalles de plus en plus rapides. Et il n'y a eu aucune réforme et aucune action, enfin, ou très peu, quoi, je veux dire, dans le moyen terme, bon, il y en a eu quelques-unes, il y a eu il y en a eu d'autres aussi, mais sur la question de la scolarisation des femmes, il y en a eu extrêmement peu, et dans un avenir récent, il n'y en a eu pas, et comme l'a dit tout à l'heure Claude, l'histoire de la mixité qui nous semble une très très bonne réforme, elle a été faite pour un autre motif. Bon. Donc là, l'État, le gouvernement, le pouvoir central a été extraordinairement absent. Et dans un autre registre aussi, on peut dire que les mouvements féministes qui ont été absolument fondamentaux dans tous les autres domaines qui concernent les femmes, problèmes politiques, de la parité, les problèmes de salaire, je veux dire, d'égalité des conditions de travail, à salaire égal, à travail égal, salaire égal, etc. Dans tout le domaine, je veux dire, de la contraception, la loi sur l'avortement, qui ont été absolument fondamentales et qui ont changé énormément de choses, elles ont fait très peu en matière de la scolarisation des filles. Donc, ni l'État, ni les mouvements féministes n'ont réellement pris en main la question des filles à l'école. Et pourtant, ça a été un succès extraordinaire. C'est-à-dire que, là je reprends ce que disait Claude Lelièvre tout à l'heure sur la vision de moyen terme ou de long terme qui est absolument nécessaire. C'est-à-dire que si on se réfère même à 50 ans, c'est-à-dire que les premiers travaux de la sociologie de l'éducation réalisés en France au tournant des années 60 avec les héritiers de Bourdieu et Passeron, l'enquête de l'INED, etc., il y avait en matière de réussite scolaire 3 handicaps majeurs. Être enfant d'ouvrier, ne pas habiter Paris et être fille. Bon. Et la fille d'ouvrier de province, c'était vraiment la catastrophe. Bon, aujourd'hui, j'insiste pas là-dessus, mais je veux dire, les filles ont des scolarités meilleures que les garçons à l'école primaire, au collège, au lycée, où elles sont déjà encore plus nombreuses. Bon, après, il y a les problèmes enfin, je veux dire, d'orientation. Mais je veux dire, dans l'espace de 25 ans, 30 ans, on a assisté à un bond en avant absolument extraordinaire qui a tout changé, puisque on peut dire aussi que l'école, dans ce domaine-là, est en avance sur la famille, où les stéréotypes restent extrêmement vivants, et en avance sur les entreprises, où le sexisme est très fort aussi. Et bien que il y a des résistances, et elles sont très fortes, et j'y reviendrai tout à l'heure, enfin il ne faut absolument pas les mépriser, ni les négliger, ni les sous-estimer, c'est quand même à l'école que les filles font l'expérience d'une réussite, d'une situation très tôt, je veux dire, dans leur vie, où elles sont égales ou même supérieures aux garçons. Et ça, c'est une expérience absolument fondamentale pour une femme. Comme l'école joue un rôle de plus en plus grand, je veux dire, dans notre société, c'est quelque chose de tout à fait important. Bon. Donc là, on est dans un cas tout à fait extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas eu de loi, il n'y a pas eu de revendication ni de mouvement, je veux dire, politique, de mobilisation extrêmement forte, et pourtant,
c'est certainement de toutes les transformations qu'a connues notre société, et pas seulement notre société, mais à peu près dans toutes les autres sociétés, à développement économique égal, la plus grande transformation, dans le bon sens, disons, qui soit intervenue. Parce que si on fait le bilan, je veux dire, de ce qui s'est passé dans les 30 ou 40 dernières années dans nos sociétés et à l'école, c'est pas très brillant. C'est-à-dire que dans nos sociétés, on a, ce qu'on n'avait pas auparavant, je veux dire, on a du chômage, on a un racisme croissant, les riches sont devenus plus riches, les pauvres sont devenus plus pauvres et plus nombreux. Le pouvoir d'achat, je veux dire, n'a pas non plus beaucoup évolué, etc. Et les inégalités se sont, sinon élargies, du moins, elles n'ont pas tellement diminué. Bon. Donc, et dans l'école, si on regarde ce qui s'est passé là aussi dans la même période, les inégalités sociales d'accès à l'école ne se sont pas beaucoup modifiées. Bon, tout le monde a progressé, mais les écarts se sont maintenus. Et chose extrêmement importante, c'est que, et ça, tous les analystes, les statisticiens de l'éducation nationale, l'ADEP, tous les sociologues, les économistes qui travaillent là-dessus, si vous voulez, c'est que le niveau monte, ça continue à monter, mais il monte parce qu'on a une élite de plus en plus étoffée qui est de meilleur en meilleur. Mais par contre, les écarts se creusent et la proportion d'enfants qui est larguée, enfin je veux dire qui ne suit pas et qui a énormément de difficultés, les écarts ont cru et cette population ne cesse de s'accroître. Et elle est majoritairement composée de garçons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui dans l'école, les garçons alimentent la fine couche de l'élite scientifique et les gros bataillons de l'échec scolaire. C'est important, je veux dire, de le savoir. Bon. Donc là, on est dans ce cadre-là où la seule chose heureuse qui soit intervenue dans l'école, c'est le progrès des filles. Bon. Et encore une fois, c'est un progrès, on a appelé ça avec Establé une révolution silencieuse, c'est-à-dire que ça s'est fait sans loi, sans mouvement, sans revendication, d'une façon micro-sociale, dans le cadre, je veux dire, des enfants, des filles qui étaient encouragés par leurs enseignants, et dans le cadre familial où les mères convainquaient leurs filles que leur avenir était dans l'école et qu'il était important qu'elles réussissent à l'école. C'est donc au niveau de ces micro-décisions-là, en s'augmentant et, je veux dire, en s'additionnant, arrive à faire un mouvement social, mais qu'on est arrivé à faire des choses. Et donc, pour ça, si vous voulez, je pense qu'il ne faut absolument pas, je veux dire, bouder son plaisir en observant ça, et que de toutes les transformations ou les absences de transformation ou les transformations mauvaises ou bonnes, l'histoire des filles dans l'école et des femmes dans la société, c'est vraiment, je veux dire, les seules nouvelles heureuses qu'on puisse afficher, je veux dire, dans un bilan social, économique, démocratique dans nos sociétés. Et ce qui se passe en France se passe dans la plupart des autres pays, et c'est une révolution extrêmement importante parce qu'elle est lourde d'avenir, et que, je veux dire, on est loin de la parité en politique, c'est encore l'un des lieux les plus réactionnaires dans ce domaine-là, on est loin de l'égalité dans le monde du travail et dans les professions, on est loin de l'égalité, je veux dire, à terme avec les diplômes, puisque l'orientation, je veux dire, est très sélective, et que les garçons reprennent, je veux dire, enfin, les survivants garçons reprennent du poil de la bête, je veux dire, les orientations, pour venir dans les classes préparatoires et dans les formations d'excellence. Mais bon. Donc, on est dans ce cadre-là. Et alors, maintenant, si vous voulez, on a des îlots de résistance. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans la journée d'aujourd'hui, c'est qu'il y avait un consensus quand même assez fort de tous les intervenants pour signaler les points, je veux dire, de résistance, et qu'ils sont d'une certaine façon, c'est de la résistance passive, c'est de la force d'inertie, etc. Bon, personne ne veut le mal, enfin ça a été très bien dit par beaucoup d'intervenants, par Anne Le Gall en particulier. Bon, et alors on peut dire c'est pas grand-chose, on peut dire aussi c'est ce qu'il y a de pire, c'est-à-dire la force d'inertie, je veux dire la façon de... Enfin, la résistance passive, etc., c'est ce qu'il y a de plus difficile à vaincre. Et les verrous sont extrêmement nombreux.
Et là, moi, je partage tout à fait l'esprit qui animait Nicole quand elle a fait sa présentation et le papier qu'elle a écrit. C'est-à-dire que les résistances sont énormes. Mais c'est de la résistance passive qui n'a pas de sujet, qui n'a pas de cause. Au fond, tout le monde est d'accord pour estimer que l'égalité ou la marche vers l'égalité est un bien, mais bon, on ne fait rien non plus. Tous ceux qui pourraient faire quelque chose ne font rien pour ça. Alors, quoi faire ? Alors, loin de moi l'idée de tracer un programme, je n'entre pas du tout dans cette peau-là, mais si vous voulez, on peut réfléchir à la lumière de ce qui a été dit aujourd'hui, quoi faire, en tous les cas, dans quel registre ? Bon, est-ce que c'est au niveau du macro, de la loi, des grands mouvements, etc., du méso ou du micro ? Et moi, ce que je crois, mais je prends mes risques là, hein, c'est vraiment un point de vue tout à fait personnel, c'est que il faut prendre acte de la façon dont les filles ont gagné la partie à l'école, même si elle n'est pas complètement gagnée, en tous les cas sont sur le point de la gagner, et essayer de conquérir toutes les positions qui sont encore à conquérir avec le même jeu, dans le même registre. Et ce même registre, c'est au niveau du micro, parce que quels sont les obstacles ? Les obstacles, c'est les enseignants, c'est les parents et c'est les élèves eux-mêmes. Parce qu'il ne faut absolument pas sous-estimer la part, je veux dire, de complicité ou, je veux dire, d'intériorisation des normes, d'absence de confiance en soi qu'ont les filles à l'égard le fait elles ne s'estiment pas à niveau égal aussi libres d'embrasser n'importe quelle filière que les garçons. Bon. Donc il y a des verrous intérieurs qui ont été signalés, je veux dire, tu les signalais tout à l'heure, il y en a, enfin je veux dire, ça a été signalé tout au cours de l'après-midi, il y en avait de plusieurs types, etc. Bon. Et dans les recrutements, enfin, je veux dire, il y en avait beaucoup d'autres, etc. Et moi ce que je crois, c'est que l'action, une fois qu'on a identifié, c'est vraiment à l'intérieur des réflexes, des stéréotypes, des barrières internes, de l'intériorisation des normes que sont les verrous les plus gros, c'est-à-dire aussi bien chez les élèves, chez les filles, mais chez les garçons aussi, chez les enseignants. Et on a donné un exemple tout à fait fort, et chez les parents aussi, qu'il faut agir. Et pour ça, moi je crois, si vous voulez, que tout ce qui a été dit sur le fait qu'il faut rendre les choses publiques, il faut protester d'un point de vue local, il faut, je veux dire, faire savoir un certain nombre de choses, enfin, divulguer l'information, etc., que ça va vraiment dans le bon sens. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui a dit que toutes les micro-agressions dont sont victimes les filles, aussi bien une forme de harcèlement que de dévalorisation, etc., ne sont jamais prises en compte ni gérées par les profs, ni par les directions, les responsables d'établissements, etc. Bon, ben là, je pense qu'il doit y avoir des gens qui les prennent en charge, qui les rendent publics, etc. C'est ce qui a été fait pour le harcèlement. Je veux dire, pour la question du harcèlement, bon, ben, c'est des formes de harcèlement. Et c'est pas le harcèlement, enfin, je veux dire, le harcèlement, c'est à chaque fois local. Ça se passe dans des cercles, dans des établissements, dans des classes, dans des relations interpersonnelles entre des élèves entre eux, entre des enseignants et des élèves, etc. Et moi, ce que je crois, c'est que, comme il y a quand même quelque chose qui a progressé, c'est-à-dire que la cause de l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est maintenant une cause reconnue. Plus personne ne peut afficher et se recommander, officiellement, en tous les cas, publiquement, du contraire. Donc, je pense qu'il faut profiter de cette légitimité de la cause, qui est acceptée par tous, pour, je veux dire, mener des combats, mais alors impitoyables, mais sur le terrain. Alors là, il y a des pistes qui ont été données. Enfin, je veux dire, c'est l'histoire des recrutements, l'histoire des codes dont tu parlais, l'internat. Bon, c'est absolument évident. Mais on ne va pas faire des lois sur l'internat. Je veux dire, c'est au niveau local, c'est dans un établissement. Il faut dire, je veux dire, là, l'internat, c'est vraiment quelque chose d'absolument extraordinairement important, et que, alors, le lycée Louis-le-Grand a réussi des choses là-dessus, mais je veux dire, c'est donc possible. Et d'autre part, sur l'histoire de la confiance en soi et sur des maths, il y a juste une chose qui est vraiment intéressante, c'est-à-dire qu'on dit les filles sont plus faibles en maths, etc. Alors c'est vrai dans tous les pays, et heureusement on a maintenant les enquêtes PISA, qui sont des enquêtes internationales, qui le montrent. Bon, et que dans tous les pays, les filles sont inférieures ou légèrement inférieures en performance dans les opérations mathématiques ou scientifiques, etc., que les garçons. Mais il y a une chose qu'il ne faut quand même pas oublier, et que nous donnent aussi ces enquêtes PISA, c'est la question de la dispersion. C'est-à-dire que les filles finlandaises, les filles canadiennes et les filles coréennes
qui sont moins bonnes en maths que leurs homologues finlandais, coréens et canadiens, elles sont bien meilleures en maths que les garçons américains, que les garçons français, que les garçons allemands ou que les garçons belges. Bon, et ça, c'est quand même extraordinairement important. C'est-à-dire que, je veux dire, une fille finlandaise, elle en remonte en maths, je veux dire, à 15 ans, je veux dire, aux meilleurs garçons de France, d'Angleterre ou d'Allemagne. Et ça, je veux dire, c'est des choses que, bon, les sciences de l'éducation savent et qu'il serait extraordinairement important de généraliser. Et donc, moi, puisque dans beaucoup de domaines, c'est le problème de la confiance en soi, dont les femmes sont historiquement ou socialement privées par des siècles de domination. Et là, je crois qu'il y a il y a tout un ensemble d'actions, je pense des micro-actions dans les milieux, enfin, je veux dire, avec des campagnes d'information, etc. Alors, les manuels scolaires, bon, mais là, encore une fois, je veux dire, ce qui était proposé sur l'histoire de la misogynie, etc., moi, je pense que ce serait vraiment des initiatives absolument excellentes. Il faut le faire, il faut le présenter. On dispose aujourd'hui, en France, d'une liberté, je veux dire, de liberté et d'initiative qui est très souvent sous-estimée et sous-employée. Et que, moi, ce que je pense, c'est que dans ce domaine-là, je veux dire, on le fait, et puis on voit après, je veux dire, comment c'est reçu, pas reçu, discuté, et je veux dire, c'est des choses comme ça. Et donc, moi, mais c'est un risque que je prends en disant ça, c'est qu'il me semble que les verrous et les fameuses résistances dont Nicole nous incite à réfléchir aujourd'hui, elles se situent, je crois, les plus importants au niveau de verrous intérieurs qui sont dans les comportements, dans les esprits les plus inconscients des parents, des enseignants et des élèves. Et qu'à partir du moment où on peut, je veux dire, on les connaît, ces verrous, enfin, je veux dire, quand on a réfléchi sur le genre, je veux dire, toutes les personnes qui sont présentes ici le savent. Ils sont identifiés par toutes les enquêtes qui ont été faites, par tous les, enfin, je veux dire, tout ce qu'on dit, toutes les gender studies, etc. Et c'est vrai dans tous les pays. Bon, ben, à ce moment-là, je pense qu'il est extraordinairement important de pouvoir les rendre publics, et publics, mais aussi, je veux dire, en faire des objets de lutte, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans le domaine de la lutte. C'est une lutte. Bon, ce qui fait, il n'y a que ça, hein, je veux dire. Et que là, j'en reviendrai pour terminer à ce que disait le président Mao. Hein. Il disait, il est bon d'être attaqué par l'ennemi. Bon, mais là, il n'y a pas d'ennemi puisque tout le monde est d'accord. Bon, mais par contre, il disait, je veux dire, il faut compter sur ses propres forces. Et moi, ce que je crois, c'est que dans ce domaine-là, en matière d'école, hein, je pense, c'est que il faut. Enfin, je veux dire, il faut compter sur ses propres forces, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à attendre de l'État, rien à attendre des gouvernements, quels qu'ils soient, rien à attendre des ministres, rien à attendre de l'administration. Ils ont fait la preuve de leur résistance passive, mais tout à attendre de l'intelligence des acteurs dès l'instant qu'on leur met justement les yeux devant ce qu'ils font. Voilà.